Ouais, le titre est un peu long, mais je vous expliquais, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc effectivement, NCE 96, et l'NCE, c'est, je crois, la première école qui a contacté le Shift pour monter un cursus sur le numérique, enfin, sur la sobriété numérique. Donc bravo pour ça, et bravo à Nord. Et puis derrière, d'autres écoles sont enchaînées, télécom, mine, donc et sûrement plus derrière, puisqu'il y a une loi, la loi Rennes, qui va inciter, enfin obliger les écoles, enfin, en troisième cycle, à avoir une thématique là-dessus. Euh, donc, je vais vous présenter alors le Shift Project. Après, je ne vais pas vous présenter mes activités professionnelles, ça vous intéressera un peu moins. Mais je consacre effectivement quasiment tout mon temps sur les problématiques climat et numérique en particulier. J'ai shifté il y a quelques années. J'avais une autre vie avant, mais c'est une sorte de... Le shift, ça veut dire ça en fait. Hein, ça veut dire basculer. Donc j'ai basculé grâce au Shift Project il y a quelques années. Le Shift Project, alors je sais pas, vous connaissez tous ou vous avez jamais entendu parler de ce truc? Jamais. En fait, alors peut-être vous avez entendu parler de ce bonhomme-là, Jean-Marc Jancovici, parce qu'il commence à être connu maintenant, il sort de l'ombre. Donc Jean-Marc Jancovici, c'est un peu les techniciens qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années sur les problèmes climatiques. On va dire que c'est un peu l'expert climat en France. Et donc il a une société, il fait plein de choses. Et une des choses qu'il fait, c'est le Shift Project. Donc c'est une association de loi 1901 qui milite pour la décarbonation de l'industrie et de nos usages. Et qu'est-ce qu'on fait au Shift Project? En fait, on fait déjà ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on écrit des rapports et des rapports sectoriels. Donc, si vous allez sur le Shift, pardon, il y a des rapports sur le transport, sur l'éducation, sur l'administration, etc. Et il y a une section sur le numérique, donc un groupe de travail dont je fais partie. Et ce groupe de travail, on a publié 4 rapports sur le numérique. En 2018 sur l'évaluation de l'empreinte du numérique, puis un rapport spécialisé sur l'empreinte de la vidéo en ligne, puis un troisième rapport sur comment déployer la sobriété numérique en entreprise, parce qu'une fois qu'on a fait un constat sur le problème et qu'on le donne aux entreprises, on aimerait les aider à avoir une politique plus sobre. Donc ce rapport avait ce but en tête. Et le dernier, c'est la mise à jour des premiers chiffres qui a été publié il y a 4 ans, et un focus sur la 5G. Donc je vous conseille, en tout cas les 3 derniers, puisque celui de 2018 est peut-être un peu daté. Et puis on a une vocation d'influenceur, donc on est un lobby, un lobby contre lobby, pour décarboner l'industrie. On a poussé pour que la loi Rennes soit la plus ambitieuse possible. Donc la loi Rennes, c'est la loi qui vise à maintenir l'empreinte environnementale du numérique. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur ce site. Autre pub, tout est gratuit, hein, donc c'est de la pub gratuite, c'est en libre service. Le PTEF, donc le plan de transformation de l'économie française, pour les élections présidentielles, Shift Project s'est mobilisé pour proposer un plan donc à tous les candidats sur comment atteindre les objectifs de la COP 21, c'est-à-dire baisser de 80% de nos émissions. 80%, ça se fait pas comme ça. Donc le plan, le PTEF, c'est un bon document qui explique, enfin qui propose en tout cas, secteur par secteur, des pistes de solutions pour baisser, diviser par 5 nos émissions. Alors, je vous parlais de systémique. Pourquoi? Parce que, comme Laurent l'a dit, en fait, il y a un premier constat, c'est que le numérique a un impact sur l'environnement, a un impact assez considérable, hein, on parle CO2, mais il y a un impact sur la biodiversité, etc. Mais ce 4% d'impact, en fait, ce qui fait peur, c'est qu'il y a une dynamique sous-jacente très forte. On est sur une dynamique de plus 6% par an en moyenne, qui pourrait d'ailleurs se transformer en plus 9 parce qu'il y a une problématique d'optimisation énergétique qui peut-être ne viendra plus à l'avenir. Et ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le bilan, c'est pourquoi en fait ça croît aussi vite. Parce que si on veut déployer une démarche de sobriété, il faut comprendre quels sont les facteurs de dynamisme sous-jacents à cette croissance pour justement ne pas se tromper de combat et aller travailler sur ces moteurs de dynamique. Et alors, il y a une approche qui est intéressante, et c'est celle qu'on étudie, c'est celle que je vous ai proposée ici pour étudier ces dynamiques, c'est ce qu'on appelle la systémique. Alors, la systémique, je pense que certains d'entre vous ont entendu, connaissent au moins le mot.
Donc c'est une métathéorie qui s'intéresse aux systèmes dans leur globalité et l'interaction des sous-systèmes dans ces systèmes. Et on la connaît un peu dans le grand public avec deux champs d'application. On l'utilise beaucoup dans la théorie des organisations, donc ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Et puis ça a été utilisé en 1972 par le Club de Rome et le MIT, qui a sorti un rapport qui s'appelle les limites de la croissance, et qui est un rapport qui se base donc sur des théories systémiques et qui a mis en œuvre une étude globale de l'humanité dans sa globalité, c'est-à-dire le système Terre, mais le système économique, le système population, etc. Et c'est ce rapport qui mathématiquement a prouvé qu'on ne pourra pas croître infiniment dans un monde fini, et qui a sorti ces courbes prédictives. Alors, il y a plusieurs modèles. Celui-là, c'est le modèle standard qui a l'air de se réaliser, et qui dit entre autres qu'à un moment, alors on ne sait pas quand ni comment, mais à un moment, ça ne tient pas et ça s'effondre. Donc, c'est d'où les théories de l'effondrement que vous avez peut-être déjà vu passer. Donc, on va se baser sur la théorie systémique qui a donné lieu à ce rapport. Et je vais vous dire deux mots en fait de ce qu'on utilise en fait théoriquement sur la systémique, et quelques mots donc d'une des papesses de la systémique qui s'appelle Donella Meadows, qui est une des co-autrices du fameux rapport Les limites à la croissance, qui a déjà 50 ans maintenant, et que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, c'est passionnant. Alors la systémique, en fait, si je peux le définir par rapport aux approches qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'inverse d'une approche cartésienne. C'est-à-dire que l'approche cartésienne, on va regarder un bout du système et on va regarder comment une cause à effet, quand je fais un input, j'ai un output, c'est ce qu'on fait beaucoup en informatique, et les résultats sont assez prévisibles. La systémique, c'est vraiment un zoom arrière, c'est-à-dire qu'on va regarder des systèmes dans leur globalité, et surtout ce qu'on appelle des systèmes complexes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des systèmes complexes comme ça qu'on a du mal à analyser, sur lesquels on a du mal à faire des prévisions de comportement. Donc dans la théorie des systèmes, ce qui nous intéresse, c'est déjà quel est le système qu'on étudie, donc quelles sont les bornes du système, et à l'intérieur de ces bornes du système, quelles sont les actions à l'intérieur, donc les sous-systèmes, les interactions des sous-systèmes, et voir les interactions avec les systèmes extérieurs qui vont déformer le système qu'on étudie. Et ce qu'on regarde en particulier, c'est est-ce que le système est stable ou instable. Et comment on fait ça ? On regarde, c'est relativement simple en fait. On utilise des outils comme des stocks et des flux. Alors je vais prendre un exemple très simple, c'est l'exemple de la baignoire. Je remplis la baignoire, j'ai un flux rentrant, je relève le bouchon, j'ai un flux sortant. Si les deux flux se compensent, ma baignoire reste à peu près au même niveau. Voilà. Par contre, si je bouche, si j'ai moins de flux sortant, mon système il est en inflation. C'est un peu ce qui se passe avec le numérique. Mon numérique, la baignoire de CO2 elle est à 4, et puis elle monte, et on va regarder pourquoi elle monte. Ce qu'on regarde aussi c'est quand on a analysé les liens de cause à effet entre les sous-systèmes, on va regarder ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Les boucles de rétroaction, c'est quand je vais bouger un système quelque part, ça va influencer un autre, et cet autre système va réinfluencer un troisième, et ce troisième va réinfluencer le système initial. Et comme ça, on a des boucles de rétroaction qui sont soit des boucles de rétroaction dites positives, c'est-à-dire qui vont mettre le système en inflation, soit à l'inverse, des boucles de rétroaction qui vont stabiliser le système. Un exemple de boucle de rétroaction positive, donc en inflation qu'on connaît malheureusement, c'est le réchauffement climatique. Le climat, donc il y a des émissions de gaz à effet de serre, il y a des puits de carbone, donc on va prendre les forêts. On émet plus de gaz à effet de serre que de puits, donc on augmente le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? On augmente aussi la température et on augmente les sécheresses. Les sécheresses font plus de feux de forêt, moins de forêt, moins de puits de carbone, donc plus de stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc plus de réchauffement et moins de forêt, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Et on va voir qu'on a ça aussi dans le numérique, c'est-à-dire plus de numérique quelque part amène plus de numérique autre part, qui ramène plus de numérique quelque part, et on est comme ça sur des boucles infinies. Et puis le dernier, on en parlera à la fin, c'est ce qu'on appelle l'effet de seuil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié le système, si le système est en déformation, en inflation, à un moment,
il a tellement grossi qu'il explose quelque part. Et donc, les règles qu'on avait étudiées jusqu'alors ne sont plus valables. Je reprends l'exemple de la baignoire. La baignoire, j'ai mon flux d'eau, j'ai mon évacuation. À un moment, si je n'ai pas stabilisé le système, la baignoire déborde. Et quand la baignoire déborde, mon système n'est plus le même, c'est plus les mêmes équations. Et c'est une des questions qu'on va poser à la fin, c'est à partir de quand on va arriver à cet effet de seuil dans le numérique, mais c'est vrai, pas que dans le numérique, hein, c'est vrai dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je raconte? Alors, j'ai pris une phrase de Donella Meadows parce que, en fait, on va voir ce qu'elle dit là, c'est un super résumé, c'est ce qu'on va voir dans la presse. Donc, cette manière de penser, en fait, va nous aider à comprendre les différentes parties d'un système, comment elles interagissent, et donc comment elles stabilisent ou déstabilisent le système. Elle va aussi nous aider à prévoir les comportements futurs, en tout cas certains scénarios. Et puis, une fois qu'on a compris tout ça, ça va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, de penser le système autrement et peut-être penser à des alternatives. Pour le numérique, c'est ça en fait. On a le numérique qu'on connaît, on pense que c'est le seul numérique possible. Eh bien, en regardant comment les systèmes interagissent et les facteurs de croissance, en changeant ce facteur de croissance, on va peut-être changer notre rapport au numérique. Alors, ce que je vous propose de faire, on va le faire en 3 phases. Hein. On va regarder trois systèmes qui sont liés entre eux. Donc, quand on parle du système numérique, on a tendance à penser système d'information. C'est ce qu'on a appris à l'école, hein. Donc les systèmes d'information, vous les connaissez, hein. C'est ça, c'est ce laptop, ce projecteur, c'est les appareils qu'on voit ou qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, comme les data centers, la fibre optique, etc. Donc ça, c'est notre système d'information. Mais notre système d'information, il repose sur un système physique. Ça, on commence à le savoir. La dématérialisation, en fait, c'est matériel. Donc on va regarder, en fait, déjà quel est le système physique qui sous-tend le système d'information. Et déjà voir à l'intérieur de ce système physique, qu'est-ce qui se passe en termes d'interaction. Après, on va donc étudier ce système d'information. Et puis, on va élargir, on va introduire des agents sociaux, économiques, politiques. Et on va regarder le système dans sa globalité, donc ce qu'on appelle le système socio-technique. Et on va regarder donc à tous les étages quelles sont les interactions et comment tout ça bouge ensemble et pourquoi la bulle ne fait que grossir. Alors, quand on regarde un système physique, on a toujours ce qu'on appelle une approche ACV, c'est qu'on regarde ce qui se passe à la construction, on regarde ce qui se passe à l'utilisation, donc pour nous l'utilisation c'est l'électricité, et ce qui se passe à la fin de vie. Alors fin de vie, on ne va pas trop en parler dans cette présentation, parce que la fin de vie a un impact essentiellement sur la pollution, et nous on va parler plutôt gaz à effet de serre. Donc on va regarder construction et utilisation. Et en fait, construction et utilisation, on a toujours le même schéma. C'est-à-dire que pour construire mon numérique, je vais avoir besoin de ressources métalliques. On le voit là le numérique, c'est du métal. Enfin, c'est essentiellement du métal. Donc je vais aller exploiter des ressources non énergétiques, donc des métaux, un peu d'eau aussi, essentiellement pour faire des puces. Mais pour aller chercher ces ressources énergétiques, ces métaux, je ne vais pas les creuser à la main. Je vais aller chercher avec des machines-outils, des grues, qui, elles, utilisent du pétrole. Donc j'ai déjà une boucle ici. Pour aller chercher des métaux, je vais utiliser du pétrole. Mais le problème, c'est que les métaux, il y en a de moins en moins. Donc je ne vais pas faire un grand discours là-dessus. Ça pourrait faire une conférence à part. Mais on commence à taper des réserves dans le dur. Et on a du mal à trouver des métaux. Et le numérique, en fait, consomme à peu près 100% des métaux qui sont présents sur Terre. Donc il faut aller chercher des métaux partout où il y en a, et partout où il en reste. Et comme il y en a de moins en moins, typiquement, il faut creuser de plus en plus fort, de plus en plus profond, donc utiliser de plus en plus de pétrole. Donc plus de numérique dit plus de métaux, et, moins de métaux restants, donc plus de pétrole. Et donc on a une boucle comme ça, qui fait que plus on va construire du numérique, plus on va utiliser du pétrole et plus on va faire cette boucle entre métaux et pétrole. Et donc il y a déjà une première question qui peut se poser, c'est que on parle, en fait, dans le sens commun, on entend beaucoup le numérique comme un atout pour la transition énergétique. Déjà, rien que sur ce schéma, on peut se poser la question. Parce que la transition énergétique, c'est quoi essentiellement? C'est passer tout à l'électrique.
Donc remplacer le pétrole par le métal, en gros, hein, ou le gaz par le métal. J'ai une centrale à charbon, je vais la transformer par une éolienne ou du panneau solaire. Ça, c'est beaucoup de métal. Donc le numérique vient en concurrence finalement avec la transition énergétique. Déjà, on est sur quasiment les mêmes métaux. Donc puisque j'ai besoin de plus de pétrole pour aller chercher ces métaux et que la transition énergétique aussi a besoin de plus de pétrole pour aller chercher ces métaux, finalement je commence à consommer beaucoup plus de pétrole pour une potentielle transition énergétique. Et on a une sorte de paradoxe ici qui est augmenté par l'aspect numérique. Alors, rapidement sur les métaux, ce que je vous disais, oui, là, c'est le tableau périodique. Vous voyez, en couleur, c'est tous les métaux qui sont nécessaires au numérique. Hein, donc, c'est à peu près 60, 70. Ça doit être 98% des métaux existants sur la planète. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a le recyclage. Et cette fameuse économie circulaire, finalement, peut-être ça va nous sauver parce qu'on va arrêter d'aller chercher des métaux et les creuser. On va pouvoir les recycler. Alors le problème, c'est que on ne recycle pas. Pour deux raisons. La première, c'est que les métaux en tant que tels qu'on utilise sont déjà très peu recyclables parce qu'on les prend, on fait des alliages et quand on les récupère, on ne peut pas les désallier, etc. Donc déjà, le métal en tant que tel, une fois qu'il est utilisé, pour la plupart, ça varie entre 50% de capacité de recyclage et moins de 1%, mais pour la plupart, on est sur des taux très faibles. Donc ça, c'est un problème physique. Physiquement, on ne peut pas les recycler. Et puis, on a un problème structurel, c'est qu'on ne sait pas dans la chaîne industrielle de recyclage recycler nos appareils électroniques. C'est-à-dire que tout se retrouve, quasiment 100% des appareils électroniques, alors c'est pas 100, ça doit être 80. Alors en Europe, c'est un peu moins, je crois que ça doit être 70% se retrouvent dans la nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas les filières, on n'a pas les usines, on n'a rien pour faire ce recyclage. Donc malheureusement, aujourd'hui, et sûrement encore demain parce qu'on a ce problème physique, le numérique restera une industrie extractrice de métaux, quoi qu'on fasse. Alors on va pouvoir toujours faire à la marge, hein. On va toujours pouvoir recycler. Alors si j'applique mon 17% à mes, je sais pas, à un métal qui se recycle à 10%, je vais être à 2% de recyclage. Voilà, on va recycler dans cet ordre de grandeur. C'est pas beaucoup, c'est déjà ça de prix, mais c'est très peu par rapport à la croissance. Et donc, ce qui se passe, en fait, on a donc à gauche ce double risque du numérique, parce qu'en fait, le numérique est quand même sur un problème de ce qu'on appelle double matérialité, c'est-à-dire qu'il y a un double risque. C'est-à-dire que le numérique fait peser un risque sur les métaux disponibles qui doivent être disponibles peut-être pour autre chose, hein, pour la transition énergétique, par exemple, ou pour faire des appareils dans les hôpitaux, etc. Donc, elle fait peser un risque là-dessus. Mais le numérique aussi est en risque systémique parce que ayant une forte dépendance à tous les métaux et les métaux étant de moins en moins accessibles, alors à la fois pour des raisons physiques et des raisons de structure d'approvisionnement, ça va devenir de plus en plus dur et on commence à le voir d'ailleurs dans certaines chaînes d'approvisionnement. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs le numérique, c'est une phrase qui tourne pas mal. Je ne sais pas qui a dit ça au départ. J'ai deux phrases que j'aime bien, c'est dématérialiser, c'est matérialiser autrement. Je crois que c'est Béla Lotto qui l'a dit, mais je ne suis pas sûr. Et le numérique est une ressource non renouvelable, je ne sais pas qui l'a dit non plus, mais on l'utilise souvent. Mais ça veut tout dire, c'est-à-dire on se pose la question finalement, est-ce que dans 20-30 ans, on aura encore les capacités physiques à fabriquer le numérique comme on le connaît aujourd'hui. Une petite illustration en image quand même pour ancrer cette problématique d'extraction de ressources. Alors j'ai pris un premier exemple, c'est une mine de cuivre. Alors vous voyez, les mines de cuivre, la boule là, ça représente l'équivalent de ce qu'on extrait en termes de matériaux utiles par rapport à ce qu'on a creusé. Donc le rapport, il est de 1/100. Et à droite, c'est la zone qu'on a polluée pour affiner ce cuivre-là. Alors rien que pour le cuivre, on est obligé de faire ce qu'on appelle des mégamines, sachant que le cuivre est hautement recyclable. Donc vous imaginez pour les terres rares, etc., qui ne le sont pas, là c'est encore pire. Alors les terres rares, là, une image d'usine d'extraction en Mongolie. Là, ça c'est un lac d'eau acide, donc c'est des eaux acides, donc des hectolitres d'eau acide qui se sont déversés dans la nature, donc c'est des lacs artificiels qui sont dus donc au raffinage de ces métaux rares, et donc ça dévaste des régions entières. C'est pour ça d'ailleurs que la Chine et la Mongolie, enfin la Chine qui détient 80% de l'exploitation, commence à délocaliser son exploitation
de métaux rares plutôt en Afghanistan et moins chez elle, parce que la Chine aussi commence à se poser des problèmes, à se rendre compte des problèmes environnementaux dus à cette extraction. Alors ça, c'est pour la partie construction. Alors, la partie construction, c'est la partie, quelque part, la pire, parce que on a un problème de gaz à effet de serre, parce qu'il faut aller extraire ça. Mais en plus, comme on l'a vu, on a un problème de pollution, de déplacement des populations. Vous l'avez sûrement vu aussi, des problèmes sociaux avec des enfants qui sont exploités dans les mines, etc. Donc la partie construction, c'est sur toute la chaîne, c'est la partie qui a un impact sur tout le domaine sociétal, tous les domaines sociétaux, la plus importante. Alors une fois qu'on a construit ce matériel, on le branche, et on le branche à l'électricité. Et là, on a encore ce petit problème de boucle, c'est que l'électricité, il faut la fabriquer avec des énergies primaires. Alors, pas trop le pétrole, mais plutôt dans le monde, charbon, gaz et uranium pour nous, et un peu de renouvelables. Mais la croissance du numérique est telle qu'elle demande à construire des centrales électriques de plus en plus vite et de plus en plus fort, quelque part. Sauf que la capacité industrielle qu'on a dans le monde à construire des centrales électriques à base d'énergie renouvelable n'arrive pas à suivre. Alors, pas que pour le numérique, mais pour tout, le numérique en particulier. Vous vous souvenez donc la période post-Covid. Donc, pendant le Covid, toutes les industries se sont arrêtées. La reprise, en fait, la production industrielle a fait x2 par rapport à l'avant-Covid. Eh bien, les pays ont eu besoin de construire des centrales électriques très vite, et ils ont fait ce qu'il y a de plus simple, du charbon. Donc quand on n'arrive pas à faire du renouvelable assez vite, parce que ça n'a pas beaucoup de capacité, c'est compliqué, on fait vite du charbon, on fait vite du gaz, et ça, finalement, le numérique va être un facteur accélérant de cette fabrication de centrales très, très carbonées. Alors d'un côté, on se dit, ah oui, mais finalement, le numérique, s'il travaille à l'électricité, entre guillemets, verte, décarbonée, c'est un peu d'impact, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si je regarde de l'autre côté du miroir, il croît tellement vite qu'il pousse à construire des centrales carbonées. Donc c'est toujours ce problème des deux faces. Et on va voir d'ailleurs là que malheureusement, les prévisions en termes de production d'énergie, entre guillemets, propre, en tout cas décarbonée, elles suivent pas les productions, elles suivent à peine le trend de la consommation électrique mondiale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à construire assez de centrales électriques bas carbone par rapport au nombre de centrales qu'on doit construire pour répondre à la demande d'électricité. Donc en bas là, ça c'est le renouvelable. Vous voyez que le renouvelable il monte. Mais globalement, il n'arrivera jamais à rattraper le non renouvelable. Donc, quand des gros opérateurs, alors j'ai parlé un petit peu des GAFAM aujourd'hui, il n'y a pas que les GAFAM, mais c'est quand même la partie très visible, vous disent, ah mais nous, notre data center, il n'y a pas de problème, parce qu'il est branché sur des centrales énergie renouvelable. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, parce que ce n'est pas parce qu'on s'accapare à soi le peu d'énergie renouvelable disponible dans le monde qu'on résout le problème global. Donc attention à ce type de communication qui sont trompeuses. Alors le numérique là-dessus, alors à quel point le numérique va impacter la production d'électricité mondiale? Alors ça c'est un grand débat parce qu'on a beaucoup de mal à faire des projections futures. Alors sur le passé on le voit bien. Si vous voyez les courbes là, alors ça c'est à peu près les deux mêmes courbes, ça c'est les courbes en valeur absolue et ça c'est les courbes en pourcentage de consommation du numérique par rapport à la consommation totale dans le monde. Eh bien en fait on s'est rendu compte que sur on va dire jusqu'aux années 2018, on avait comment dire, une courbe relativement plate. Pourquoi? Parce que en fait on a eu un accroissement des usages très fort. On a eu la chance, grâce à l'innovation technologique, d'avoir des optimisations énergétiques très très fortes aussi, qui sont venues compenser tout ça. Donc les puces qui sont gravées à 1 nanomètre, les data centers qui ont des PUE qui passent de 2 à 1, etc. Donc on a eu la chance d'avoir des grosses optimisations.
Pour le futur, il y a deux questions qui se posent. C'est quelle est la croissance de nos usages? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer comme ça à croître de 6% par an? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement, les optimisations énergétiques qu'on a connues dans le passé vont pouvoir perdurer ou pas? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elles ne vont pas pouvoir perdurer parce que tout ce qu'on a connu jusqu'ici, c'est de l'optimisation énergétique qu'on connaît. On peut espérer ce qu'on appelle des innovations de rupture, donc quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui va faire que on va faire baisser l'impact énergétique de nos data centers et de nos ordinateurs. Mais en tout cas, ces innovations-là, on ne les connaît pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous mélangez les deux facteurs, vous avez des courbes qui sont soit très pessimistes, soit très optimistes. Donc la courbe très optimiste, elle dit quoi? Elle dit en fait les usages vont stabiliser et en plus on va connaître des nouvelles innovations. Donc vous voyez les courbes qui restent à peu près stables. Les pessimistes, alors là les pessimistes, on passerait sans optimisation et avec une croissance, la même croissance qu'aujourd'hui, on passerait en 2030 à 50% d'électricité mondiale des données numériques. Donc évidemment ça passe pas, hein, c'est purement théorique, ça ne marche pas. Et donc, la moyenne des études table sur la courbe rouge. Donc, on voit qu'à partir de 2022-2024, on va quand même rentrer dans un trend très fort. Et on pourrait passer, d'ici 2030, quand même, de 10% de la consommation mondiale à 20% de la consommation mondiale. Donc, un doublement en 10 ans. Et donc, ça, c'est un des facteurs qui fait peur. C'est une des facteurs de dynamique qui inquiète fortement. Alors au total, sur mon fameux système physique, quand je le regarde juste avec un point de vue émissions de gaz à effet de serre, on serait aux alentours, parce que bon, il y a des études on a plusieurs études, mais globalement les études disent à peu près tous les mêmes choses, entre 3 et 4% de gaz à effet de serre, de la part des gaz à effet de serre du numérique dans le monde, avec une croissance de 6%. Et donc ça, c'est un graphique du shift. En fait, vous voyez les divers scénarios, finalement c'est sobriété numérique avec optimisation. Sans sobriété numérique, sans optimisation, on peut aller sur les courbes de différentes couleurs et c'est un peu à nous, pas qu'individus, mais la société, le business, les politiques, etc., de choisir sur quelle courbe on veut aller pour la suite. Et quand on parle de sobriété numérique, en tout cas au shift, l'objectif, c'est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que les baisser, ça paraît un enjeu un peu compliqué, vu la numérisation de la société, mais l'enjeu qui nous semble atteignable, c'est de les stabiliser. Et puis, par ailleurs, comme on a parlé de la partie construction et utilisation, en fait, qu'est-ce qui émet le plus de gaz à effet de serre entre les deux parties? Ça dépend de la qualité de l'électricité du pays dont on parle. Donc quand on regarde d'un point de vue mondial, vu que mondialement l'électricité est plutôt fortement carbonée, c'est plutôt l'électricité qui émet les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est totalement faux en France. En France, on a une énergie basée sur l'uranium, une électricité nucléaire, qui a d'autres défauts. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mal, sauf que ce qui est sûr, c'est que ça ne met pas de CO2. Donc en France, le numérique qui est branché en France, il émet quasiment pas de CO2 à l'utilisation. Mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas parce que ça émet peu de CO2 qu'on a résolu le problème. Aujourd'hui, vous savez peut-être, mais en fait, on a quasiment la moitié des centrales sont à l'arrêt, alors soit parce que c'est des pannes, soit c'est parce qu'on est en maintenance. Donc on a rallumé des centrales à charbon en France en ce moment. Il y a du charbon qui électrifie ce projecteur, hein. Donc c'est pas parce que c'est en mode nominal, on a peu de CO2 que le problème est résolu. Il y a ce problème de croissance et de fabrication, etc. Nos centrales nucléaires, d'ici 20 ans, elles seront en fin de vie. Donc il ne faut pas voir que ce chiffre brut. Donc à retenir, en fait, oui, en France, votre impact personnel, c'est quand vous allez acheter votre matériel. Là, vous avez déjà 80% de votre impact. Alors ça, c'est donc on a parlé du problème physique et c'est ce qui est fondamental, hein, puisque évidemment c'est la couche physique qui va être en lien avec l'environnement et émettre du CO2. Maintenant, donc par-dessus, on a notre fameux système d'information. Alors,
ce système d'information qui met gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on construit avec? On construit des data centers, on construit des réseaux, on construit des terminaux, des PC, des écrans, etc. Et quand on regarde quels sont les facteurs de croissance qui font qu'on est à plus 6% par an, eh ben, en fait, on a trois grands piliers qu'on a analysés. Le premier, c'est l'explosion du volume de données. Données personnelles ou données professionnelles. On est sur des courbes entre le trafic, le stockage, etc., entre plus 35, plus 40% par an de données stockées et gérées. C'est-à-dire qu'on double tous les 2 ans, 2 ans et demi. Alors, pour les mathématiciens, là, dans la salle, x2 tous les 2 ans, c'est de l'hyper exponentiel. Et on peut se demander, et d'ailleurs, il y a certains constructeurs de disques durs qui se demandent jusqu'où on va aller, quoi. On va pas pouvoir faire x2 tous les 2 ans pendant 20 ans, ça c'est sûr. Parce que derrière il y a du matériel, il faut même en dehors des problématiques climat, il va falloir bien trouver la chaîne industrielle, elle ne pourra pas suivre. Donc on a une explosion des volumes de données. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une explosion des terminaux connectés. Alors la bonne vieille télé revient en force. C'est-à-dire que la télé est très à la mode. Hein. Maintenant, on a tous dans les entreprises, on a tous des doubles écrans de 24 pouces. Dans tous les magasins, on a remplacé les affiches papier par des grands écrans 30 pouces pour passer de la pub, etc. Vous passez dans la rue, il y en a partout. Donc l'explosion des télés, c'est un peu la mauvaise surprise. Les smartphones, ça continue de croître. Alors il y a eu une stabilisation quand le monde entier était équipé, mais après il y a eu l'effet de mode. Des super smartphones avec plein de caméras et du Face ID, etc., qui a levé le marché. La 5G, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis les fameuses IoT, donc les IoT perso et les IoT pro, donc dans les usines, qui est un nouveau marché et qui tire tout ça vers le haut, parce que l'IoT, faut le fabriquer. Une fois qu'il l'a fabriqué, on le branche. Une fois qu'on l'a branché, il fait de la data, puis quand on a fait de la data, on la stocke, et puis quand on la stocke, on la traite, et puis voilà, quoi. Donc l'IoT, je ne sais pas si vous arrivez encore à acheter des objets non connectés, vous, mais ça devient assez difficile. Hein. Il y a les derniers en date, c'est le barbecue connecté, donc ça est vraiment top, et le fer à repasser reconnecté. Ça, c'est les 2 derniers que j'ai vus, que j'ai beaucoup aimé. J'ai dit non pour la fête des pères pour ces 2-là, d'ailleurs. Et puis, la dernière chose, c'est l'avènement des réseaux mobiles. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est que maintenant, pourquoi s'embêter à brancher des choses alors qu'on peut tout faire sans fil? Et puis surtout, pourquoi s'embêter de faire du numérique seulement à la maison ou au bureau alors qu'on peut le faire dans le train, bientôt dans les avions avec la 6G, etc. Donc, l'avènement du mobile, qui est hyper consommateur en termes d'énergie, fait que ça aussi, ça fait tirer la facture vers le haut. Alors une des questions qu'on peut se poser, c'est très bien, on a analysé ces dynamiques, mais puisque le thème c'est la systémique, comment tout ça interagit finalement? Pourquoi on est sur ces exponentielles délirantes? Alors, je vais parler donc de boucle de rétroaction positive que je vous expliquais tout à l'heure. C'est quand je mets du plus quelque part, je mets du plus ailleurs, et ce plus ailleurs me remet du plus dans mon système initial. Là, on a schématisé en gros ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'en fait, dans le groupe de travail, on est beaucoup de personnes. Alors, il y a des universitaires, mais il y a aussi des gens qui sont des professionnels de l'informatique, donc on connaît les systèmes informatiques des entreprises de l'intérieur. On s'est rendu compte que si on schématise entre les usages, les services informatiques processés derrière la data et l'équipement, dès qu'on met un plus quelque part, on met du plus ailleurs et ça revient sur l'initial. Alors, quelques exemples. La fameuse digitalisation des entreprises, donc la numérisation des modèles d'affaires, ça dit quoi? Ça dit qu'on va vendre d'autres choses en ligne. Donc, on va créer des nouveaux services. Des nouveaux services, on va créer des nouveaux usages. Ces nouveaux usages, ils vont être traqués par des petits jetons dont sont friands le marketing. Donc, en plus de fournir des nouvelles données, on va capter des nouvelles données de nos utilisateurs qu'on va stocker, qu'on va processer, on va faire du BI, on va faire un peu d'intelligence artificielle, et puis grâce à ça, on va trouver des nouveaux usages qu'on va remettre sur le marché. Donc l'usage crée des services,
je crée de la nouvelle data je la reprocesse avec des services qui vont me créer des nouveaux usages, et tout ça, derrière, il faut de l'équipement, il me faut stocker de la donnée, il faut la processer, etc. Donc ici, on est que dans une boucle, et alors en même temps, ça fait exploser les coûts budgétaires de l'IT, mais bon, c'est un autre problème. Donc on est sur une boucle de rétroaction, sur la digitalisation. Mais c'est vrai sur d'autres choses. La 4K, par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, finalement, c'est un peu le problème de l'œuf et la poule. La 4K, mais qui a inventé la 4K? Qui a dit, tiens, ce serait une bonne idée de faire des films en 4K sur des télés en 4K? Est-ce que c'est un consortium de constructeurs qui sont mis ensemble ou pas? En fait, c'est Samsung. C'est Samsung qui dit, pour moi, l'innovation, c'est de faire de la télé haute résolution. Donc j'ai fait de la télé HD, puis de la super HD, puis de la 4K plus super grande. Mais si j'ai une télé 4K et que j'ai pas de film 4K, ça sert pas à grand chose. Là mes slides ils sont en basse résolution pour des raisons de sobriété. Vous voyez, c'est pas super beau. Si je mets ça sur une télé 4K, ça sera aussi moche en fait. Donc une fois que j'ai mes télé 4K et que j'ai les 20% de la population qu'on a acheté, eh bien moi dans le domaine du cinéma, je vais faire des films en 4K. Et puis j'ai demandé à Netflix de les diffuser. Alors Netflix, 4K, c'est 4 fois plus gros qu'un film haute définition, donc c'est 4 fois plus de stockage, plus de processing, 4 fois plus de réseau. Et donc, puisque j'ai créé une télé 4K, j'ai une influence sur les data centers et donc sur les réseaux. Et donc, j'ai bouclé comme ça mon influence d'écran vers ma gestion de données. Mais une fois que j'ai fait la 4K, je fais quoi? La 8K. Parce que, bon... Alors la 8K, je crois que l'œil ne voit pas la différence, mais on va le faire quand même. Donc on est comme ça sur des boucles, voilà, de rétroaction positive. La 5G, c'est pareil. Une fois que j'ai du 4K, j'aimerais bien le voir dans le TGV aussi. Donc je vais avoir de la 5G pour voir mon film en 4K sur mon téléphone. Sauf que l'écran de mon téléphone, il n'est pas 4K, donc je vais avoir un téléphone en 4K et qui reçoit la 5G. Donc je vais racheter un nouveau téléphone. Vous voyez bien cette dynamique où quand je vais tirer vers le haut quelque part, je vais tirer vers le haut partout. Et l'IoT, pareil, l'IoT, j'ai dit, voilà, ça génère de la donnée, on ne fait pas de l'IoT comme ça, donc ça génère de la donnée, du processing de données, etc. Donc on est sur des boucles de rétroaction infinies comme ça, qui font gonfler le système, et c'est pour ça qu'on arrive à des volumes de données comme ça, qui doublent tous les 2 ans, de façon totalement déraisonnable. Alors il y a un autre effet dont j'ai parlé, alors qui est un effet qu'on peut, c'est pas un effet systémique, mais un effet qu'on peut expliquer par la systémique, c'est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, je pense que ça vous dit quelque chose, je pense. Alors l'effet rebond, c'est quoi? C'est démoniaque. L'effet rebond, c'est quand je fais une optimisation quelque part, et en particulier une optimisation énergétique, et quand je fais le bilan 2 ans après, j'ai rien gagné. Pourquoi? Parce que souvent une optimisation énergétique, ça vient avec une optimisation financière. Et donc le service que j'achète ou que je consomme, vu qu'il me coûte moins cher, je vais en consommer plus. Et ça, on le constate partout, pas que dans le numérique. On l'a constaté en Allemagne avec la rénovation des logements. Donc l'Allemagne a financé pour quelques milliards la rénovation énergétique des logements. Et globalement, les logements, ils ont émis autant de gaz à effet de serre qu'avant parce que vu que les logements étaient isolés, on est passé de 18 degrés à 19 degrés de chauffage de moyenne. Je chauffe plus puisque ça me coûte moins cher. Donc, effet rebond, ça marche. Là, chauffage, les voitures, c'est pareil. Les voitures, ça consomme moins, donc je fais des voitures plus lourdes. Et donc, quand je fais des voitures plus lourdes, ça consomme pareil. Et le numérique, c'est un super bon candidat pour ça. Le numérique, il y a de l'effet rebond partout et tout le temps. Et ça, c'est un vrai effet pervers. Alors j'ai pris un exemple, mais il y en a beaucoup. La vidéo en ligne. Alors j'ai pris cet exemple aussi parce qu'on a fait un papier dessus, mais quand on compare en fait une vidéo en ligne et le bon vieux DVD que vous n'avez peut-être pas tous connu dans la salle, finalement quand je regarde mon bilan ACV de mon DVD, il est plus important que ma vidéo en ligne. C'est le DVD, c'est physique, c'est du plastique, en plus on l'envoie par la poste et tout. Bon, donc en gros, une VOD, ça doit être, alors suivant les chiffres, la moitié ou moins de la moitié d'un des DVD unitaires. Donc on se dit, c'est mieux pour l'environnement. Effectivement, si je regarde autant de DVD, si je regarde autant de VOD que je regardais de DVD, c'est bien. Sauf que la VOD, c'est trop facile. Ça coûte rien. Je me branche, j'appuie sur un bouton sur Netflix. J'ai pas besoin d'aller au store de location là, à 5 km.
Donc, j'en consomme des heures, des journées. Donc finalement, c'est tellement facile, mon optimisation énergétique, mon optimisation de système est tellement forte que je suis en capacité d'en consommer, je ne sais pas moi, 20 heures pendant le week-end. Et donc au global, eh ben, ça se voit. Il y a une telle surconsommation de la VOD qu'on estime, alors c'est du gros grain, mais que ça pourrait, juste sur la partie consommation électrique, ça pourrait représenter 1% des gaz à effet de serre, juste la consommation électrique de la vidéo. Et c'est pareil, la vidéo, c'est très exponentiel. Donc l'effet rebond, c'est une boucle de rétroaction positive quelque part. C'est-à-dire que j'optimise quelque chose, j'ai plus d'usage. D'ailleurs, je crois que je l'ai représenté ici. Voilà, il est vraiment pas très net ce slide. J'ai la capacité de faire des efficacités, d'optimiser mon énergie. Donc j'optimise mes data centers, j'optimise mes serveurs. J'optimise mes processus. Donc pour délivrer par exemple un film, ça va me coûter en énergie et en monétaire beaucoup moins. Donc cette efficacité énergétique va faire que le prix de la donnée ou le prix de mon film va baisser. Comme c'est moins cher, la demande augmente. Donc j'ai une surconsommation. Et comme la demande augmente, moi qui suis fournisseur de services, mon chiffre d'affaires augmente. Mon chiffre d'affaires augmente, j'ai plus de capacité financière pour investir dans l'innovation et l'efficacité énergétique, etc., etc., etc. Donc je suis dans cette boucle donc cet effet rebond qui est modélisé ici par cette boucle de rétroaction et qui schématise bien ce qui se passe aujourd'hui chez les fameux GAFAM et autres Netflix. Et en fait, dans cette problématique systémique, donc là je passe au système socio-technique, pardon, j'ai oublié de vous le noter. Eh bien, je vais introduire des agents régulateurs. C'est-à-dire que si je veux casser cette boucle, si je veux arrêter cette boucle infinie, il va falloir que sur les moteurs de dynamique que j'ai identifiés, que je mette des régulateurs comme des régulateurs de vitesse. Alors qu'est-ce qu'on a comme régulateur de vitesse? Ça, c'est illustratif, mais par exemple, le prix de l'énergie. Alors là, on la voit, le prix de l'énergie est en train d'exploser. Donc, bon, c'est pas forcément volontaire. Mais si le prix de l'énergie augmente, forcément, le prix de la donnée va aussi augmenter derrière. Et donc, la consommation risque de baisser. On peut aussi taper directement sur la demande. Soit de façon contrainte, avec le confinement. Alors, le confinement, il n'a pas tapé sur la demande numérique, au contraire, mais plutôt sur d'autres demandes. Mais avec des conférences comme celle-ci, avec les rapports de chiffres, avec des prises de conscience des professionnels et individuels, on va peut-être faire baisser cette demande du numérique. Autre agent régulateur, les lois antitrust aux États-Unis. Casser un trust, c'est casser aussi ses capacités financières et donc ses capacités d'investissement. Donc, ce schéma-là résume, alors c'est illustratif, mais résume bien en fait ces dynamiques et comment casser les dynamiques. On casse la dynamique en identifiant les points, les points d'influence, et on essaie de trouver les moyens pour que ces points d'influence de croissance se stabilisent, voire diminuent. Alors je fais une petite passe sur les fournisseurs de cloud pour deux raisons. Un, c'est que effectivement, quand on regarde sur la partie énergétique, c'est quand même eux qui tirent tout vers le haut. Donc là, il y a en bas à droite, je vous ai mis un graphique de Anne-Laure Ligoza qui travaille avec Laurent à l'NCE, qui montre que rien que si on regarde, je sais pas moi, Google, Google fait x2 de 2017 à 2020, 3 ans, il a fait x2 sur sa consommation électrique. En fait, si vous faites un lien, et ça se voit même beaucoup sur Netflix, si vous faites un lien entre le chiffre d'affaires d'un GAFAM et sa consommation électrique, il y a une corrélation de 1 pour 1. Voilà. Donc en fait, ce sont des acteurs dont le modèle d'affaires est entièrement basé sur la croissance des usages, donc sur la croissance de l'impact environnemental. Tout ce que vous racontez les acteurs sur les optimisations, les achats d'électricité verte, etc., de toute manière, ça n'a aucun sens, puisque de toute manière, structurellement, leur entreprise est basée sur la croissance des impacts environnementaux. Et le problème, c'est qu'ils communiquent, ils font de la fausse communication, ils vont vous dire qu'ils sont 100% green, que leurs data centers sont optimisés, etc. Donc ça fait sonner au DSI, le DSI qui commence d'ailleurs à avoir une conscience environnementale et qui se demande comment faire. Et bien, si le DSI ne regarde que les communications des GAFAM,
il va aller sur le cloud parce que on lui dit que ça va économiser 80% de son empreinte. Sauf que c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'électricité utilisée par les GAFAM, qui sont essentiellement en Irlande d'ailleurs pour des raisons fiscales, et l'Irlande a une énergie qui est une électricité 8 fois plus carbonée que la France, donc déjà dans un facteur 8 en termes d'électricité, va se contenter d'acheter des certificats. Alors des certificats, c'est des swaps financiers. On va acheter de l'électricité dans un autre pays qui va compenser la nôtre, mais ça n'a rien à voir avec l'électricité qu'on consomme. Donc ça ne résout pas l'équation. Et d'ailleurs, même si c'était de l'électricité verte, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ils vont communiquer là-dessus. Par contre, ils ne vont pas du tout communiquer sur leur gestion de matériel. On l'a vu, l'impact à la construction, il est énorme. Le data center du fournisseur de cloud, il va avoir tendance à renouveler souvent ses serveurs parce qu'il va avoir la dernière optimisation énergétique qui va l'aider à payer moins d'électricité. Alors que le DSI, lui, il va faire quoi? Il va essayer d'avoir ses serveurs pendant 5-6 ans parce que ça coûte cher et il va les laisser le plus longtemps possible. Donc quand on fait rentrer dans la facture le coût de la construction du serveur, bah, l'équation qui est promise par les GAFAM, elle ne tient plus du tout. Et puis surtout, alors il parle de neutralité carbone, et donc ça, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, mais ça ne veut rien dire au niveau des entreprises. La neutralité carbone, c'est un phénomène physique, c'est-à-dire tout ce que le monde émet, il y a des puits de carbone qui en puisent une partie, donc c'est un phénomène physique mondial. Au niveau d'une entreprise, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a une loi française qui a failli passer l'année dernière pour interdire le terme neutralité carbone, parce que c'est du greenwashing 100%. Bon, elle n'est pas passée. Malheureusement, peut-être qu'elle passera. Donc la neutralité carbone, c'est faux. L'achat de garantie d'origine de l'électricité verte ne sert à rien. On ne parle pas des effets rebonds. Alors je ne sais pas s'il y a des professionnels de l'informatique dans la salle, mais avant l'avènement du cloud, pour avoir un nouveau serveur pour son nouveau projet, il fallait demander aux CTO qui veulent bien acheter un serveur qui arrive dans 6 mois, mais qui coûtait cher, donc on discutait, etc. Là, avec le cloud provider, en un clic, je provisionne tant d'environnements que je veux. C'est instantané. Et donc là, il y a un effet rebond absolument hallucinant dans les entreprises qui sont passées au cloud, qui s'est vu sur la facture aussi, d'ailleurs, parce que en fait, tout ce ça se voit sur le CO2, mais ça se voit sur la facture. La plupart des entreprises ont vu leur facture infrastructure augmenter. Pas parce que unitairement le cloud provider est plus cher, parce que l'effet rebond et la facilité d'usage fait que les équipes IT ont provisionné comme des dingues tout et n'importe quoi tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous connaissez le FinOps, c'est un nouveau métier. C'est la personne qui va faire le lien entre l'infra et les finances pour justement monitorer tout ça. Et évidemment, quand on parle de neutralité carbone, on ne parle pas du reste. Donc on ne parle pas de la pression sur les ressources en eau, sur la pression sur les ressources de métaux, sur la pollution, etc. Alors, pour terminer, je vais terminer sur ce que je vous ai promis, l'effet de seuil. Alors l'effet de seuil, c'est est-ce que à un moment, tout ce qu'on voit là, toute cette dynamique va s'arrêter d'elle-même? Enfin, est-ce qu'on va la mettre sous cloche pour qu'elle diminue? Ou, à force exponentielle, elle va se prendre un mur et ça va tomber, quoi. Alors, je pense que tout le monde aimerait que ça tombe pas, parce que le numérique, c'est essentiel, et puis c'est dans nos vies, puis on aimerait que nos enfants et nos petits-enfants en profitent aussi. Mais si ça continue comme ça, on va commencer à se poser des questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très récent, depuis 2-3 ans, on voit apparaître dans la presse des signaux d'effet de seuil, des signaux qui montrent que le système qui est en place commence à ne plus tenir, des signaux de tension. Alors par exemple, là je crois que c'est en Angleterre, il y a une pénurie de puces, vous savez ça, hein, suite à la reprise post-Covid, les chaînes industrielles ne tournaient pas assez vite pour produire des puces. Et d'ailleurs, en fait, ça a été aggravé par une sécheresse parce que les puces ont besoin d'eau. Et à Taïwan, il y a une grave sécheresse, donc ça a été encore un facteur aggravant. Donc il n'y avait plus assez de puces pour tout le monde. Donc quand il n'y a plus assez de puces pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des puces pour la Xbox? Est-ce qu'on fait des puces pour la dernière Mercedes? Ou on fait des puces pour les hôpitaux? Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est la question qui s'est posée très récemment. Donc on commence à le voir. Sur l'électricité, c'est pareil, l'électricité, je le disais tout à l'heure, l'Irlande c'est un paradis fiscal, donc ça attire tous les GAFAM. Donc en fait les data centers ils sont dans 2 pays, hein, ils sont aux Pays-Bas et ils sont en Hollande. Et bien dans les 2 pays, il n'y a plus assez d'électricité pour tout le monde.
Voilà. C'est un truc qu'on a prévu, c'est un truc qui est dans les chiffres en disant oh attention, la croissance des GAFAM fait qu'on va avoir un problème d'alimentation électrique dans ces pays. Eh bien, c'est le cas, c'est-à-dire qu'à la fois l'Irlande et les Pays-Bas ont fait des moratoires en disant oh, là, on va arrêter les data centers. Pour un temps, on va se poser, on va regarder, et on va regarder si on a les capacités à venir pour fournir ces nouveaux métiers, parce que là, c'est plus possible. Alors, il y a des manifs dans la rue, des manifs de gens qui ont eu comment ça s'appelle, des pannes, quoi. Donc on commence, et un autre exemple que j'ai pris, c'était Google, donc qui refroidit ses data centers à l'eau aux États-Unis, mais les États-Unis, comme tous les autres pays, il y a de la sécheresse, et en été, entre utiliser l'eau pour refroidir les data centers ou pour l'agriculture, la question s'est posée avec des conflits un peu tendus entre les deux. Donc on commence à voir aujourd'hui ces signaux qui apparaissent là, et je pense qu'on malheureusement on va en voir de plus en plus, qui montrent que ce système inflationniste, surinflationniste que je vous ai décrit, arrive peut-être aux limites, et qu'il serait donc vraiment grand temps de travailler sur cette fameuse sobriété. Alors, ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle conférence sur qu'est-ce qu'on entend pour sobriété et quels sont les outils. Mais là, le but était de vous montrer et d'analyser les facteurs de dynamique sous-jacents. Voilà, merci pour votre attention.